La montée de tension en Côte d'Ivoire à 3 semaines de la présidentielle du 25 octobre. Alors que l'opposition avait appelé à une marche samedi pour la démocratie, la justice et la paix, le Conseil national de sécurité a annoncé ce jeudi l'interdiction des meetings et manifestations contestant l'exclusion de plusieurs figures de l'opposition de la présidentielle. Une décision qui vise directement le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI de Tidjane Thiam, dont les candidatures ont été rejetées par le Conseil constitutionnel. Ce dernier craint des troubles liés au discours xénophobe, haineux et subversif et rappelle que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Et pour évoquer la situation en Côte d'Ivoire, nous sommes en ligne avec notre correspondant permanent à Abidjan, Célé Marius Kouassi. Bonjour Célé. Bonjour à tous et à toutes. Célé, après l'annonce de l'interdiction de la marche de l'opposition prévue le 4 octobre, quelle a été la réaction immédiate des partis concernés? Ont-ils accepté ou dénoncé la décision? Alors, la première réaction tout de suite est arrivée, on peut le deviner aisément, du Front commun du PPACI, le Parti des peuples africains de l'ex-président Laurent Gbagbo, et du PDCI-RDA de Tidjane Thiam. Tous deux, les deux leaders, je veux dire, exclus de la course électorale. Et alors, ces deux partis ont pris acte de l'interdiction et ont décidé de reporter la marche, notamment par la voix du président exécutif du PPACI, qui a annoncé donc le report de cette marche-là qui était prévue pour demain 4 octobre, pour le 11 octobre, je lui ai dit en affirmant qu'il le faisait afin d'éviter tout débordement. Donc la première réaction est donc venue donc du PPACI et du PDCI-RDA, mais en plus le PPACI a continué de dénoncer ce qu'il perçoit comme une atteinte à l'espace civique et a aussi appelé à maintenir une mobilisation pacifique dans le cadre républicain. Donc les cadres de ce parti l'ont dénoncé ce qu'ils ont qualifié de, j'utilise leur propre mot, de manigance, et ont surtout regretté des entraves à la liberté d'expression tout en insistant sur la mobilisation citoyenne dans des conditions conformes à l'état de droit. Et du côté de la population, comment cette interdiction est-elle perçue? Est-ce comme une mesure de sécurité nécessaire ou plutôt comme une restriction des libertés? À propos, on dira que la perception, elle est mixte. Vous avez une partie de la population donc qui perçoit cette interdiction, et il faut rappeler cette partie de la population qui est proche donc du parti au pouvoir, le RHDP, le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, donc qui perçoit cette interdiction comme une mesure justifiée pour le maintien de l'ordre pendant la période électorale, qui, il faut le rappeler, est une période sensible. Non sans rappeler que le Conseil national de sécurité a affirmé que les décisions du Conseil constitutionnel n'étaient pas susceptibles de recours et que les contester étaient illégales. Et puis vous avez cette autre partie pour qui cette approche-là, cette partie qui est proche des partis de l'opposition, pour qui cette approche est vue notamment comme une restriction de la liberté publique. Donc les partisans de l'opposition qui considèrent cela, n'est-ce pas, comme une mesure qui n'est pas vraiment nécessaire pour préserver l'ordre public, parce que pour eux, il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public, mais qui craignent plutôt une instrumentalisation du droit pour limiter l'expression démocratique. Donc, disons tout simplement que le débat, il oscille entre anticipation des éventuels troubles et puis appel à des pratiques civiques, pacifiques et démocratiques. Est-ce qu'il y a déjà eu des tentatives de rassemblement malgré cette interdiction? Bon, alors, pour l'heure, non, puisque les rassemblements devront commencer normalement demain pour déboucher sur une marche, c'est ce qui avait été initialement prévu par le Front commun, et une bonne partie euh, c'est ce qui avait été prévu par le Front commun et l'opposition, qui initialement avait je vais dire, fixé la date au 4 octobre, mais qui ont finalement annoncé un report. Pour le moment, on n'a pas encore de tentative de rassemblement, mais on a toujours des appels à la mobilisation aux fins du rassemblement. Mais sachant que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent pas être contestées, est-ce qu'il reste encore des leviers pour l'opposition afin de faire entendre sa voix? Alors, le fait même, faut le signifier, le fait que on mentionne déjà le cadre juridique et institutionnel rappelle déjà que les décisions du Conseil constitutionnel ne peuvent pas être contestées. Cela limite les recours juridiques immédiats. Mais à propos, il y a quelques leviers qui existent encore au plan politique et discursif. Par exemple, maintenir et amplifier la mobilisation citoyenne dans le cadre républicain et pacifique, notamment en s'appuyant sur des communications publiques, beaucoup plus de communications publiques qui pourront exiger, par exemple,
la transparence ou le dialogue afin de préserver la légitimité morale du mouvement. Il y a aussi l'opposition peut aussi, ou ceux qui sont à l'initiative de cette marche, utiliser des voies diplomatiques pour attirer l'attention sur des exigences démocratiques et les droits civiques, notamment via des échanges avec les chancelleries, les ambassades et les organisations internationales et les partenaires régionaux. À part cela, il sera très difficile de le faire de façon frontale ici contre ces autorités de haut niveau qui ont interdit toute cette marche en rapport notamment avec la dénonciation de la décision du Conseil constitutionnel. Alors, dans leur communiqué, les autorités parlent de discours xénophobes, haineux et subversifs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu? Qu'est-ce que ça vient faire dans ce contexte électoral et est-ce que ces propos circulent vraiment? À vrai dire, le Conseil national de sécurité et les autorités ont présenté certains propos comme susceptibles de troubler l'ordre public en cette période électorale, des propos qui sont en rapport avec l'ethnicité, la nationalité, l'origine, des propos qu'ils qualifient de xénophobes. Et cette qualification, pour eux, sert à justifier les mesures préventives et encadrer le champ du discours politique pendant cette période de pré-campagne qu'on traverse maintenant, parce que la campagne va s'ouvrir donc dans juste quelques jours. Et en liant donc ces propos à ces risques pour la sécurité, les autorités cherchent, il faut le dire, à établir une frontière claire entre la contestation politique pacifique et surtout les discours jugés nuisibles à l'ordre public. On a entendu quelques mots quand même, quelques expressions qui, je ne sais pas s'ils sont l'effet de la colère ou s'ils sont purement mûri, je veux dire, de certains membres de l'opposition au cours de certaines occasions de rassemblement, de meetings, des mots lâchés ça et là, mais alors qui, selon eux, les auteurs de ces propos-là ne sont pas des discours xénophobes, mais qui visent à mobiliser leur base, toute chose qui est interprétée différemment, n'est-ce pas, par les autorités. Alors en pratique, cela alimente l'argumentaire des autorités pour renforcer le cadre sécuritaire et rappeler que toute déclaration en campagne peut être déstabilisatrice, donc peut être réprimée. Les autorités annoncent le déploiement de 44 000 forces de sécurité. Officiellement, c'est pour garantir un scrutin apaisé. Mais sur le terrain, est-ce que ça rassure ou est-ce que ça inquiète la population scellée? Alors, disons-le tout simplement, les deux à la fois. C'est la position officielle, c'est que c'est un déploiement qui est présenté comme nécessaire pour garantir un scrutin paisible et surtout pour maintenir l'ordre public dans ce contexte électoral dont je parlais tout à l'heure. Mais alors, c'est une approche qui est perçue différemment, sinon doublement. D'une part, vous avez pour certains acteurs, cela apporte un sentiment de sécurité, de stabilité qui est utile à un bon déroulement électoral et au fonctionnement des activités économiques et publiques. Lorsque d'autres le voient, pensent qu'un tel déploiement massif, surtout, ils le perçoivent comme une démonstration de force et ils l'interprètent comme une répression ou une intimidation envers les opposants et les citoyens. Donc, disons-le tout simplement, c'est une action qui alimente l'inquiétude et qui accroît des tensions d'une part et qui rassure d'autre part. On a là c'est une action qui vient traduire la juxtaposition entre le discours sécuritaire et puis la perception citoyenne qui ne pourra pas ne pas influencer la confiance dans le processus électoral. En quelques secondes, Célé, à quelques semaines du scrutin du 25 octobre, quelles sont aujourd'hui les plus grandes craintes autour de la transparence et de l'apaisement du processus électoral? Alors, l'une des plus grandes craintes venant de l'opposition, c'est que les autorités utilisent le cadre sécuritaire pour limiter des voix critiques et des manifestations pacifiques, comme ce à quoi on est en train d'assister maintenant, et que donc le processus manque de transparence et de cohérence. Donc, on peut aboutir, n'est-ce pas, l'une des craintes que soulevées de part et d'autre, à la fragilisation de la confiance dans l'intégrité même du processus électoral, toute chose qui peut nourrir des contestations et des spéculations sur une partialité perçue des institutions, notamment des institutions électorales, donc en charge de dérouler le calendrier électoral, qui devra au thème au soir du 25 octobre nous désigner un président. C'est les Marius Kwasi, correspondant permanent de Channel Africa à Abidjan. Merci pour toutes ces explications, Célé. À très bientôt. Merci, au revoir à tous et à toutes. En République démocratique du Congo, le tribunal de